Aujourd'hui, nous allons nous poser la question « Et s'il y avait eu un épisode 9 à la saison 5 de Stranger Things ?» On raconte souvent que le temps guérit toutes les blessures, mais à Hawkins, le temps n'est qu'une couche de poussière sur des cicatrices encore brûlantes. Nous sommes en novembre 1987. 18 mois ont passé depuis que la Terre s'est ouverte et que le ciel a semblé saigner. Pour le reste de l'Amérique, c'était une tragédie industrielle, une fuite de gaz souterraine rapidement étouffée par les rapports officiels. Le monde a tourné la page. Madonna chante à la radio, la guerre froide se réchauffe et la vie continue. Mais pas pour tout le monde. Dans une chambre de Maple Street, plongée dans l'obscurité bleue d'une nuit sans lune, Mike Wheeler refuse de dormir. Il est devenu le gardien d'une fréquence morte. Chaque nuit, il presse contre son oreille le plastique froid de son supercom, écoutant le grésillement monotone de l'électricité statique. Ses amis lui ont dit d'arrêter, de faire son deuil. Ils lui ont répété qu'elle avait disparu dans l'explosion, qu'il n'y avait plus rien à attendre. Mais Mike sait ce qu'il a senti. Une présence, un souffle coupé au milieu du chaos. Cette nuit-là, le vent fait trembler les vitres, et soudain, le bruit blanc change de rythme. Ce n'est plus le hasard des ondes, c'est une respiration. Et avant même qu'il ne puisse réagir, une image violente déchire son esprit. Mike reconnaît cette signature psychique. Ce n'est pas celle qu'il attendait, c'est plus sombre, plus instable. Il sent une présence dans la pièce. L'ombre dans le coin près de l'armoire semble s'épaissir, défiant les lois de la physique. De cette obscurité émerge une silhouette qu'il croyait morte elle aussi. Callie, numéro 8, la sœur perdue, celle qui tisse les illusions. Elle ne dit rien à voix haute, mais sa pensée résonne directement dans le crâne de Mike. Elle lui confirme qu'il ne devient pas fou. Elle lui dit que l'élu est bien là, quelque part, mais qu'elle est en train de s'effacer. Le groupe se reforme dans le sous-sol des Wheeler, ce lieu qui a vu naître tant de plans désespérés. L'atmosphère est lourde, chargée d'une électricité nerveuse. Ils sont tous là. Hopper, le visage marqué par le feu et le froid, Joyce, anxieuse, Steve et Nancy prêts au combat, et les autres, qui ont grandi trop vite. Au centre, Callie déploie ses pouvoirs pour leur montrer l'impensable. Elle leur explique que l'explosion d'il y a 18 mois n'a pas tué 11. Au contraire, la jeune fille s'est jetée dans la brèche pour empêcher les deux dimensions de fusionner. Elle a été propulsée dans les abysses, un espace blanc et infini entre les réalités. Elle est devenue l'encre vivante, le seul rempart qui retient l'enfer. Mais Callie les avertit, une encre finit par rouiller. L'esprit de 11 se dilue dans le néant. Elle oublie qui elle est, et si elle disparaît complètement, la barrière tombera pour toujours. C'est alors que Will Byers s'avance. Il pose sur la table un objet enveloppé dans un chiffon sale, une pierre écarlate, un fragment de la ruche récupéré dans les cendres. D'une voix calme, il expose la seule solution possible. Ils ne peuvent pas simplement la ramener, car la porte s'ouvrirait. Il faut procéder à un échange. Si cette pierre est chargée avec suffisamment d'énergie émotionnelle, elle pourra servir de bouchon énergétique éternel. Le plan est arrêté. Ils doivent infiltrer la forteresse la plus surveillée du pays, le nouveau complexe du Dr Kay, bâti sur les ruines de l'ancien laboratoire. Ils doivent atteindre le Cérébro, l'amplificateur psychique, pour aller chercher l'âme de leur ami. La nuit de l'opération est glaciale. Le complexe gouvernemental est une cicatrice de béton et de projecteurs au milieu de la forêt. L'assaut se déroule en 2 temps. À l'extérieur, Hopper, Steve et Jonathan ont pour mission de déclencher l'enfer, ou plutôt l'illusion de l'enfer. Grâce à la connexion mentale de Callie, ils projettent sur le monde physique les cauchemars les plus profonds d'Hawkins. Soudain, la forêt s'anime. Des créatures titanesques, des ombres arachniennes et des chiens de l'enfer surgissent des bois, hurlant à la mort. Les soldats du Dr Kay, paniqués, ouvrent le feu sur des cibles qui n'existent pas. Les balles traversent les spectres sans les ralentir. C'est le chaos total. Toute la sécurité de la base converge vers l'entrée nord pour repousser cette invasion fantôme. Personne ne remarque la vieille camionnette de livraison qui force une grille de service à l'opposé du combat. L'équipe d'infiltration est à l'intérieur. Ils courent à travers les corridors stériles, guidés par l'instinct de Will qui sent la topographie du mal comme une boussole. Ils atteignent le cœur du réacteur, la salle du Cérébro.
C'est un entrevêlement de câbles et d'écrans. Will s'installe, connecte les électrodes. Il sait que plonger son esprit là-dedans pourrait le briser, mais il sait aussi qu'il ne peut pas y aller seul. Mike s'assied face à lui. Il les l'amène, c'est sa voix qu'elle suivra. Lorsque les machines s'activent, le monde de Mike se dissout. Le laboratoire, le bruit, la peur, tout disparaît. Il tombe. Il atterrit dans le vide, un blanc absolu, sans horizon, où le silence est si lourd qu'il devient assourdissant. Mike avance dans cette immensité. Au loin, il la voit. Elle n'est plus tout à fait humaine. Elle est devenue une sorte de statue de cristal liquide flottant en apesanteur. Elle est figée dans une lutte éternelle contre le néant, ses mains recousant sans cesse des fissures dans la réalité. Elle a les yeux ouverts, mais ils sont blancs. Elle ne le reconnaît pas. Elle a oublié les gaufres, les promesses, l'amitié. Elle n'est plus qu'une fonction, un barrage vivant. Mike ne peut pas utiliser sa voix car il n'y a pas d'air ici. Il doit projeter son âme. Il ne lui crie pas de revenir, il lui envoie des souvenirs. Il lui rappelle la pluie, le bal d'hiver, la chaleur d'une main dans sa main. Il lui hurle silencieusement qu'elle n'est pas une arme, qu'elle est Jane. Et dans ce désert blanc, pour la première fois depuis 18 mois, une fissure apparaît sur le visage de Cristal. Une larme. Dans le monde réel, le temps est écoulé. Les portes de la salle blindée explosent. Les commandos du Dr K investissent les lieux, laser pointé sur les intrus. L'ordre de tirer est sur le point d'être donné. C'est l'échec. Mais Will Byers, les yeux révulsés, sent que le lien est établi. Il puise dans toute la douleur et tout l'amour du groupe, canalise cette énergie brute à travers la machine et la décharge dans la pierre écarlate. Dans un dernier cri psychique, il propulse la pierre à travers les dimensions pour qu'elle prenne la place de la gardienne. L'échange est violent. Une onde de choc traverse le laboratoire, faisant éclater toutes les ampoules. Les soldats sont jetés à terre. Puis, le silence. Au centre de la pièce enfumée, une jeune fille est recroquevillée sur le sol froid, une combinaison blanche trop grande pour elle. Elle inspire une goulée d'air rauc, comme une noyée qu'on ramène à la rive. Hopper se précipite, bousculant les gardes, et la serre contre lui. Elle est vivante. Elle est matérielle. Le Dr K, furieuse, se relève et ordonne à ses hommes d'arrêter les terroristes. Les fusils se braquent à nouveau. Mais c'est Nancy Wheeler qui s'interpose. Elle ne lève pas les mains. Elle lève un dossier épais, volé quelques minutes plus tôt dans les archives secrètes. D'une voix tranchante, elle pose un ultimatum. Si elle ne contacte pas sa rédaction dans l'heure qui vient, l'intégralité des preuves sera publiée. Les enlèvements, les expériences de Brenner, le goulag, les morts. L'Amérique entière connaîtra la vérité. Le Dr K regarde le dossier, puis ses hommes qui hésitent. Elle comprend qu'elle a perdu la seule guerre qui compte, celle du secret. Lentement, elle fait signe de baisser les armes. L'été 1989 est arrivé en avance sur l'Indiana. Hawkins se reconstruit, l'herbe repousse sur les cicatrices de la terre et les habitants retrouvent la douceur de l'amnésie collective. La vie a repris, étrangement normale. Steve porte désormais l'insigne de shérif député et patrouille prieurement aux côtés de Hopper. Max a réappris à marcher, assez vite pour courir après Lucas. Will peint des toits immenses où le ciel est toujours bleu. Et Jane apprend la chose la plus difficile du monde, être une personne ordinaire. Ce soir-là, assis sur le toit en pente de la maison des Wheeler, Mike et Jane regardent les étoiles. Elle tend la main vers une canette de soda un peu trop loin. Elle fronce les sourcils, se concentre, mais rien ne bouge. La canette reste immobile. Il n'y a plus de magie. La pierre a tout pris, scellant les pouvoirs de l'autre côté du voile. Mike attrape la canette et se l'attend avec un sourire tendre. Il lui demande si elle regrette ce qu'elle était, si la puissance lui manque. Elle prend une gorgée, sentant le sucre et le froid, la simplicité de l'instant présent. Elle regarde sa main. Une main qui ne peut plus soulever des tanks, mais qui peut tenir celle d'un garçon sans trembler. Celle de Mike, celle qui compte le plus. Elle secoue la tête et murmure simplement « Non, j'ai gagné ». La caméra semble s'éloigner, montant vers le ciel nocturne, dépassant les arbres, dépassant les clouavres, jusqu'à ce que la petite ville ne soit plus qu'un point lumineux. Il n'y a plus de monde à l'envers qui rôde dans l'ombre, juste l'univers, vaste et silencieux. Et quelque part, dans un sous-sol lointain, on entend le bruit familier de dés qui roulent sur une table,
suivi d'un éclat de rire collectif. I walked too long on nameless roads with a quiet heart and fist full of doubt. Cities in ashes, endless nights. Every step kept pushing me further from the light. I thought I'd fall 1,000 times, I thought I'd fade away. But at the edge of fear, something chose to stay. And here we are, finally standing, facing the day, facing ourselves. After the war, after the breaking, love found us anyway. Yes, here we are, finally in peace. Even while the world still shakes, for one moment, for all time, I hold you, and the road is behind us. The scars still speak, but they don't hurt. They tell the price of staying true. I saw the end of every dream and watched them rise again. When your eyes told me softly, you can stay. Everything we lost was not in vain. At the end of the night, there was your hand. And here we are, finally standing, facing the day, facing ourselves. After the war, after the breaking, love found us anyway. Yes, here we are, finally in peace. Even while the world still shakes, for one moment, for all time, I hold you, and the road is behind us. Even if tomorrow falls apart, even if everything disappears, I know where I stand. I know I am here. Not heroes carved in stone, not kings without a crown, just two